Bonjour et bienvenue à ce énième numéro d'Objectif 2023 qui reçoit pour vous une fois de plus le professeur Eugène Baniakou, l'OAP. Avec lui, cette fois-ci, nous allons parler de la Constitution et les élections. Une fois de plus, bienvenue professeur. Merci beaucoup, madame. Alors, vous avez été juge à la Cour constitutionnelle. Le 4 avril dernier, la Cour constitutionnelle a totalisé 7 ans. Comment évaluez-vous déjà son travail? Par devoir de réserve, je ne peux pas juger comme ancien membre de la Cour constitutionnelle, mais je pense que les gros efforts ont été fournis pour être à la mesure, puisque c'est la Cour constitutionnelle a le premier grand devoir, c'est celui de veiller à la protection des libertés des citoyens. Et le deuxième, c'est veiller à l'équilibre de l'exercice de pouvoir. C'est-à-dire, c'est l'église au milieu du village. Et je crois que jusqu'ici, eh bien, il ne peut pas manquer, comme je l'ai dit, des forfaitures ou bien des dérapages. Mais de manière générale, la Cour a fourni de gros efforts, c'est le plus qu'on puisse dire, de gros efforts pour être au milieu du village. Mais qu'est-ce que cette Cour a apporté de nouveau au pays? Deux choses. La Cour a apporté des arrêts de principe, si je ne peux pas dire d'autre chose. Des arrêts de principe, c'est-à-dire des arrêts qui permettent par jurisprudence aux autres institutions, aux autres juridictions de s'en référer. Je prendrai l'exemple, par exemple, des droits à la défense, qui est vraiment prévu par la Constitution. Et la Cour dit, on ne peut pas déchoir un gouverneur s'il ne s'est pas défendu. Et la Cour a donné un arrêt de principe pour dire, tout gouverneur qui n'a pas été entendu ou qui ne s'est pas défendu devant l'Assemblée provinciale ne peut pas être déchu. Ça, c'est ce que je trouve un grand acquis. Le deuxième arrêt de principe, c'est celui de dire, madame, si vos droits sont violés par une juridiction, vous avez droit d'objecter, c'est-à-dire de demander à la Cour si oui ou non vos droits ont été respectés. Ce deuxième point aussi, c'est important, puisque malheureusement, il y a des abus, puisqu'il y a des gens qui vont pour le débat des parcelles, on m'a pris telle parcelle, mais dans le fond, c'est celui qui se sent ses droits violés, qui va violer au cours d'un procès dans une juridiction, qui va à la Cour constitutionnelle. Et je pense que les deux principes ont beaucoup aidé, mais évidemment, vous comprenez, madame, que la Cour émet ses arrêts en français. Et malheureusement, 75% ou 80% de la population ne parle pas français, donc ne peut pas bénéficier des avantages que leur accorde la Cour constitutionnelle. Mais qu'est-ce qui ne marche pas jusqu'ici, 7 ans durant? Moi, je croyais vous avoir dit qu'il y a de gros efforts qui ont été faits. Oui. Et ce qui ne marche pas, je ne peux pas faire, comme je vous le dis, par devoir de réserve. Je ne peux pas m'exprimer, puisque je pense que la tâche est immense. C'est une culture. Imaginez-vous que notre Cour constitutionnelle, c'est en 2014, alors qu'il y a des vieilles nations ou des vieux États qui ont les cours pendant. J'ai fait une publication sur le cas du Maroc. C'est ça a été créé en 1999. Et 10 ans après,
il constatait qu'il y avait beaucoup de lacunes. Beaucoup de lacunes puisque la Cour constitutionnelle tranche, en fait, il nage entre le pouvoir réel et le pouvoir confié par la Constitution, ou le pouvoir attributif. Et ce pouvoir attributif n'est pas toujours réel. On vous reconnaît, vous, madame, par la Constitution, que vous devez élire. Vous avez le droit de vote. Mais si vous y arrivez au lieu de voter qu'on vous l'empêche, il faudra toute une procédure pour dire qu'on m'a empêché de voter, il y a eu des obstacles qui sont d'ordre peut-être la police, ou bien le droit, ou bien on m'a arraché la carte d'élection. Ça peut exister. Donc, je crois que actuellement la différence, la grande difficulté de la Cour, c'est de voir comment est-ce qu'il peut départager les droits réels, le pouvoir réel, de pouvoir attributif qui est reconnu à chaque citoyen. Chaque citoyen a les droits et les devoirs qui lui sont reconnus par la Constitution. Mais de là à l'exercice réel, c'est difficile. Et la Cour doit nager, il doit trancher là-dedans. Mais cette Cour, la Cour constitutionnelle, est souvent critiquée négativement lors des contentieux électoraux. Cela ne la discrédite pas. Ça ne discrédite pas la Cour. Moi, j'ai eu heureusement le bonheur de ne pas avoir participé à des contentieux, puisque je suis parti avant les élections. Vous dites heureusement. Oui, heureusement, mais j'ai dit qu'il y a un problème qui ne vient pas de la Cour, mais qui vient de la CENI. C'est-à-dire, la CENI ne fournit pas les données qui permettent à la Cour de trancher les contentieux. Puisque là, il faut apporter les bulletins de vote. Et il faut refaire le comptage des bulletins de vote pour que la Cour se prononce. Or, la Cour, lorsqu'il est privé de ces éléments de base, c'est-à-dire les bulletins de vote, les procès-verbaux, bon, il va trancher à la tête du client. Et là, on ne peut pas leur donner tort. Il y a évidemment des éléments de valeur qui dit, vous dites vous avez eu combien? Moi, j'ai eu 8 000, l'autre a eu combien? 2 000. L'un et l'autre, il faut que la Cour puisse savoir. Et souvent, comme jusqu'ici, la Cour n'a pas de référendaire de quoi, comment est-ce ça, de conseillers référendaires. C'est-à-dire les gens qui peuvent descendre sur le terrain pour vérifier. Et ce conseiller référendaire, c'est encore une exigence pour que la Cour puisse bien fonctionner. Donc, sur cette question de contentieux électoraux, le problème se situerait d'abord au niveau de la CENI. Oui, au niveau de la CENI, puisque la CENI n'apporte pas à la Cour. Moi, je n'y sais pas, mais je ne pense pas que lorsque vous voulez recourir aujourd'hui à la Cour, vous allez trouver des bulletins de vote que la CENI a déposés. Il n'y a pas de bulletins de vote. La Cour juge sur les données informatiques que lui fournit la CENI. Et alors, à partir de ce moment, ça devient difficile. Alors, les élections sont prévues l'année prochaine en République démocratique du Congo. Il y a plusieurs débats autour d'une possible révision constitutionnelle. Est-ce que nécessaire aujourd'hui de réviser la Constitution? Madame, j'ai eu la chance de participer dernièrement à un colloque organisé par le professeur Mbata et son organisation sur les 10 ans de la Constitution et les 16 ans. Et là, le débat était celui de savoir est-ce qu'on peut réviser la Constitution pour adapter à certaines réalités. De tous les professeurs qui étaient là, moi je ne suis pas juriste, je ne suis pas constitutionnaliste, mais j'ai eu la chance de participer à la Cour, d'être membre de la Cour constitutionnelle, donc, et puis de participer à l'élaboration de cette Constitution. Je me dis que jusqu'ici, la Constitution est bonne. C'est dans la pratique qu'il y a des difficultés. Regardez
je donne l'exemple d'une interprétation de la Constitution de l'article 70. Cet article dit le président reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Madame, lorsqu'on parle français, les du président élu, ça s'appelle un article partitif. C'est-à-dire, on connaît déjà le président. Ce n'est pas l'article indéfini, comme on dit, on n'a pas dit jusqu'à l'élection d'un nouveau président élu, on l'a dit jusqu'à l'élection du nouveau président. Et cet article partitif, c'est du français. Et ça indique que le président est déjà élu. Donc, vous ne devrez pas chercher, dire que non, si on n'organise pas l'élection, donc le président il reste en fonction. Non. Le président, il est déjà élu. Et l'article 73 de la Constitution dit que l'élection, le scrutin est organisé 90 jours avant la fin du mandat. C'est-à-dire qu'on suppose que le président a été déjà élu. Ça, c'est un exemple pour dire que il n'y a pas de raison de spéculer pour dire que voilà, est-ce que on peut prolonger les mandats? Parce que la Constitution, à ce stade, selon vous, elle est bonne. Elle est bonne et d'autant plus bonne que là, dans l'article 220, il a fixé les éléments ou les dispositions qui ne doivent pas être touchées. Les mandats du chef de l'État, c'est fixé à 5 ans. Le suffrage est universel, on ne peut pas y toucher, et ainsi de suite. Mais au moins, dans cet article, on vous dit ce que ne peut pas toucher. Bon, s'il y a des dispositions qui peuvent être touchées, en tout cas, la première révision constitutionnelle qui est intervenue en 2011 nous a apporté plus de malheur que de bonheur. Puisque là, on a introduit quelque chose qui semble rendre un mandat, le mandat des députés, impératif. C'est-à-dire, si vous quittez le parti, vous devez aussi perdre votre mandat. Alors que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le mandat de député, il est élu. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas le parti qui l'a élu. C'est le peuple qui l'a élu. Donc, il a son mandat pleinement. Donc, si on devait réviser sur cette question, ça serait possible? Moi, je pense que l'arrêt de la Cour constitutionnelle était clair. Donc, l'interprétation de la Cour constitutionnelle, ça fait partie des dispositifs, peut-être pas légal, mais dispositifs jurisprudentiels de l'article. La Constitution, l'interprétation de la Cour constitutionnelle était claire, c'est que le mandat est non impératif, donc le député ne peut pas quitter le Parlement puisqu'il a changé de parti. Voilà encore l'avantage de la Cour constitutionnelle. Voilà, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, dont celui intitulé « Éclairage sur les 5 débats politiques d'actualité ». Est-ce que vous étiez déjà en train de voir venir ces débats? Oui, je voyais venir les débats, comme celui que je viens de vous dire sur l'interprétation de l'article 70, c'est-à-dire est-ce que le président peut rester si les élections ne sont pas organisées. La Constitution n'a pas prévu le non-exercice de l'élection. L'élection, c'est un contrat constitutionnel. On doit l'organiser. Et j'avais prévu un autre élément, c'est l'élément sur les partis politiques et les regroupements politiques. Et j'avais éclairé que les regroupements politiques ne sont pas reconnus par une loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Donc, il faut que déjà les gens sachent, que tout le monde sache que
la loi, la seule loi qui organise le fonctionnement du parti, c'est la loi du 15 mars 2004. Et cette loi ne reconnaît pas le regroupement. J'ai aussi d'autres éléments sur l'éclairage qui portent sur, par exemple, l'équilibre des institutions. Nous avons 5 institutions dans le président de la République, nous avons l'Assemblée, nous avons le gouvernement, nous avons le pouvoir judiciaire. Donc, la Constitution a prévu quelque chose qu'on peut appeler comme un régime hybride, c'est-à-dire semi-présidentiel. Le président de la République, il ne répond pas devant l'Assemblée, c'est le Premier ministre qui répond devant l'Assemblée, qui est comptable devant l'Assemblée. Mais, pour bien faire, la Constitution a dit que c'est le président de la République qui préside le Conseil des ministres. Or, on sait bien que les décisions du gouvernement, ça se passe au Conseil. C'est que le président est censé aussi y participer à cette décision. Et ainsi donc, je pense que même ce régime-là, ça protège, ça donne pas trop de pouvoir au président, puisqu'il ne peut pas décider en dehors du Conseil, mais au moins il participe au débat de ce Conseil, et même s'il n'est pas directement comptable devant l'Assemblée, mais au moins il connaît ce qui a été décidé et comment est-ce qu'on peut gérer au cas où il y a une crise. Alors, s'il faut éclairer les débats politiques autour de la Constitution, oui. Que peut-on retenir? Si on doit éclairer le débat politique, moi je noterai d'abord cette disposition de l'article 6 qui reconnaît au seul parti politique le droit de concourir à l'exercice du pouvoir. Ça, c'est de 1. Et un autre élément très fondamental à mon sens, c'est celui des mandats non impératifs, l'article 5 de la Constitution. Le mandat non impératif du député. Et s'il y a des dispositions secondaires qui posent quand même problème, c'est par exemple actuellement la répartition des pouvoirs entre le gouvernement central et les provinces, puisque les provinces continuent toujours à protester du fait que la rétrocession ne leur est pas reconnue. Ça, c'est un problème fondamental sur lequel il faut vraiment... Mais ça y est dans la Constitution, mais évidemment, dans la pratique, ça pose des problèmes. Alors, dans le débat actuel, il y a aussi de ceux qui soutiennent le prolongement du mandat présidentiel de 5 à 7 ans. Est-ce que cela est réaliste? Ça ne peut pas se réaliser puisque l'article 220 de la Constitution interdit. On ne touche pas à ça. C'est impossible donc. Oui. Donc, on ne peut pas toucher à ça. C'est pas permis de rêver à ça. On ne peut pas y revenir. L'article 220 cite nommément qu'on ne peut pas toucher à cette disposition. Il y a ceux aussi qui proposent une élection présidentielle au suffrage universel indirect dans un régime semi-présidentiel. Constitutionnellement, comment c'est là Ce n'est pas possible. Je pense que la disposition qui a été prévue dans la Constitution actuelle est bonne. Puisque si on avait éliminé le président de la République, ça serait un président de la République qui ne participerait pas. Ça serait un président pour inaugurer les chrysanthèmes. Donc, ici, on lui a donné la possibilité de participer à l'exercice du pouvoir. Et puis, l'article 69, c'est à lui que revient la continuité de l'État. C'est lui qui assure en fait la continuité de l'État. Donc, le président de la République est au centre des institutions,
puisqu'il représente en fait la continuité de l'État. Et je crois que dans l'état actuel des choses, ça fonctionne bien. Ça fonctionne plutôt bien. Alors, dans ces mêmes ouvrages, vous parlez du prolongement du mandat du président en exercice en cas de non-tenue à terme de l'élection présidentielle. Est-ce que ici vous insinuez un glissement? La non-tenue n'est pas possible, madame. C'est ce que je voulais dire. La non-tenue n'est pas possible puisque, comme je vous avais dit, les termes de la Constitution consacrée, c'est il reste au pouvoir jusqu'à l'installation du nouveau président élu. C'est-à-dire peut-être la période où il y a le passage de pouvoir jusqu'à la prestation des serments, mais pas au-delà. Donc la note tenue, la Constitution a rejeté cette possibilité de la non tenue de l'élection. Donc ça n'a rien à voir avec un glissement? Non. 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 Alors, un autre sujet qui divise, c'est autour d'un ancien président, d'un ancien chef de l'État au pouvoir. Dans votre ouvrage, vous dites qu'un sénateur à vie ne peut briguer un mandat électif. Ouais. Pourquoi? Tout simplement puisque l'article qui consacre cette disposition du sénateur à vie n'est pas facultatif. On dit il peut être sénateur à vie. Non. On dit la Constitution dit il est de droit sénateur à vie. De droit. C'est-à-dire il ne peut même pas être bourgmestre. Il ne peut pas concourir à un autre mandat. Donc, ce n'est pas de son gré. Non, ce n'est pas de son gré. C'est comme si vous, madame, on vous donnait, on vous consacrait héros national du vivant. Vous ne pouvez pas être vous-même dire que non, je ne suis pas héros national. Non, c'est un titre attributif des droits. Et ça, c'est très clair. Quand on a des droits, c'est justement, on voulait empêcher cette manœuvre. Les législateurs étaient malins. Il dit, attention, nous avons connu le cas de Mobutu qui a été renversé, mais il peut se faire qu'un président de la République qui a déjà été. Et puis on dit une seule fois. C'est du force, madame. On dit, il est élu, son mandat est renouvelable une seule fois. C'est du français. Vous ne pouvez pas trouver un autre mot. Ça dit, vous ne pouvez pas revenir. Puisque si vous revenez après un mandat, 2 mandats, mais vous avez renouvelé, c'est tout court. Nous avons un seul sénateur à vie en République démocratique du Congo jusque-là, c'est Joseph Kabila Kabange. Oui. Il ne peut donc pas postuler en 2023. Non, il ne peut pas. C'est impossible. Impossible, puisqu'il est de droit. Sénateur à vie. La Constitution n'a pas dit il peut être sénateur à vie. Hein? Ou, la Constitution n'a pas dit il est sénateur à vie. Il est de droit. Le terme est clair. Ce n'est pas discriminatoire, ça? Non, ce n'est pas discriminatoire. Mais c'est même honorifique. C'est une récompense. Pourquoi une récompense? Vous avez été, et ils ont bien dit, le président élu, ils n'ont pas eu du tout le président. Par exemple, ceux qui passent par coup d'État. Le président est élu. Mais on vous a donné un mandat, un deuxième mandat. Vous avez fait ce que vous avez pu faire. Mais vous êtes sénateur à vie. Exercez la plénitude de votre sagesse au sein du Parlement, au sein du Sénat. C'est pour éviter tous ces retours de président, il part et puis il revient et après comme actuellement, Papa Kabila y a. Mais ça ne se passe pas comme ça. La Constitution ne prévoit pas ça. Mais en cas de révision de la Constitution, finalement, parce que la question est souvent évoquée au Parlement, quelles sont les dispositions que vous souhaiterez qu'on ne touche pas? Madame, la Constitution est bonne, je continue à le dire. Et lorsque nous étions, il y a le professeur Njoli, qui est Constitution, le professeur Mbata, et bien d'autres,
je n'ai pas entendu un seul dans ce colloque sur la Constitution, je n'ai pas entendu un seul constitutionnaliste qui a plaidé pour la révision de la Constitution. D'autant plus que la dernière révision de 2011 nous a causé plus de tort. On peut soumettre certaines questions à l'interprétation à la Cour constitutionnelle. C'est aussi une voie. La Cour constitutionnelle a le pouvoir d'aller même voir dans les travaux qui ont fait les travaux, comme on dit, les travaux d'élaboration. Et dans ces travaux, s'il y a un doute sur une disposition constitutionnelle, la Cour constitutionnelle peut aller voir qu'est-ce qui a été débattu. Et la décision pour prendre cet aller est allée dans quel sens. La Cour peut donner une interprétation. Et ça vaut la loi. Mais changer, je ne trouve pas une seule disposition qui pose problème actuellement. Aucune. Aucune. Voilà. Êtes-vous confiant que les élections seront convoquées 90 jours avant la fin du mandat de Félix Tshisekedi comme le prévoit la Constitution? Ce n'est pas un choix, madame, c'est un devoir. On ne peut pas faire de ça. La non-tenue de l'élection n'est pas prévue par notre Constitution. Donc, ça ne peut pas faire l'objet d'un débat. Celui qui prolonge pour la non-tenue, il est dans l'inconstitutionnalité. Et la Cour, par exemple le procureur, peut entreprendre des poursuites. Vous êtes tout de même confiant que les élections pourront se tenir dans les délais? Je n'ai pas même... Madame, à ce point-là, je pense que la non-tenue nous oblige, nous tous, à dire que la Constitution ne prévoit pas la non-tenue des élections. Et je pense que c'est non seulement une conviction, mais c'est un fait de droit. Professeur, votre mot de la fin. Mon mot de la fin, madame, c'est que je trouve que la démocratie, c'est d'abord une intelligence. La démocratie, c'est aussi une pratique du bon sens. Donc, si on n'y met pas de l'intelligence, si on n'y met pas du bon sens, il n'y aura pas une démocratie, une bonne marche démocratique. Professeur Baniakou, grand merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame, pour toute l'intelligence du jeu. Merci beaucoup. Et ce numéro d'Objectif 2023 est terminé. Merci de le retrouver sur toutes les plateformes digitales d'actualité.cd. On se retrouve prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.